Sonia Mabrouk, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Première mobilisation et coup de semonce aujourd'hui contre la réforme des retraites avec cette grève de la RATP. Est-ce que vous redoutez que ce mouvement s'étende ? Non, et par ailleurs les propos du Premier ministre sur la méthode et la concertation, je crois, devraient rassurer les Français. Mais pourquoi surtout on fait cette réforme des retraites ? C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, la réforme des retraites, elle est indispensable. À chaque élection présidentielle, depuis que je fais de la politique, que je suis en âge d'écouter la télévision, on dit il faudra faire une réforme des retraites. Et les Français en ont marre qu'on repousse à chaque fois l'horizon. Et les jeunes, pardon de le dire comme ça, de ma génération, considèrent sans doute qu'ils n'auront pas de retraite comme les parents ou les grands-parents les ont eu. Parce que la démographie change, parce que la vie économique change. Donc ce que propose le président de la République, c'est un système nouveau, universel, qui gomme toutes les difficultés et toutes les disparités entre les citoyens, parce que les Français sont très attachés à l'égalité. Pardonnez-moi, vous avez dit que vous ne craignez pas que le mouvement ne s'étende. C'est un excès de confiance ou vous pensez que les Français ne vont pas soutenir les agents de la RATP parce que c'est un régime très spécial ? Moi, je fais le pari de la concertation. Jean-Paul Delevoye a beaucoup travaillé depuis désormais plus d'un an et demi. J'ai été témoin, j'ai assisté à beaucoup de... Pour le moment, vous n'avez pas beaucoup retenu ces pistes, Jean-Paul Delevoye. Bien sûr que si, puisque non seulement il a présenté un rapport qu'il a signé, mais en plus il est rentré au gouvernement. Et on connaît tous à la fois le caractère et la personnalité de Jean-Paul, et le fait qu'il rentre au gouvernement est une bonne chose pour la concertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'il a dit avec les partenaires sociaux et ce qu'on va faire au gouvernement. Puis deuxièmement, le projet de loi n'est pas déposé aujourd'hui. Alors, ce qui est un peu étonnant dans la grève de ce matin, c'est que le projet de loi n'est même pas présenté. On n'a même pas encore commencé à discuter qu'une partie seulement, disent non. Bon. Et il y a des différences quand on voit que les agents de la RATP partent en moyenne en retraite à 56 ans, alors qu'un fonctionnaire civil, je ne parle même pas des gens du privé, partent en moyenne en retraite à 61 ans. Les Français ont le droit de se dire mais pourquoi il y a un tel régime spécial ? Quand on voit que la pension moyenne des agents de la RATP c'est 3 700 €, alors que pour un fonctionnaire civil c'est 2 200 €. Il y a des différences. Et ça, je pense qu'il faut qu'on les mette sur la table et qu'on discute pour l'égalité entre les personnes. En tous les cas, c'est un Premier ministre extrêmement prudent qui a fixé hier, vous l'avez dit, la méthode et le calendrier de cette réforme. Qu'y a-t-il derrière cet excès de prudence, Gérald Darmanin ? La peur de réactiver la crise des Gilets jaunes, on peut le comprendre, parce que les plaies ne sont pas refermées. Je ne pense pas que ce soit ça, même si évidemment le gouvernement a écouté et a regardé les yeux grands ouverts la crise des Gilets jaunes par le grand débat où le président de la République a mis beaucoup de sa personnalité. Je pense que la réforme des retraites, en tant que telle, est une réforme extrêmement importante et par ailleurs extrêmement difficile. Elle est importante parce qu'elle touche tous les citoyens. D'ailleurs, ça me permet de dire à votre micro que tous ceux qui sont en retraite aujourd'hui ou tous ceux qui sont nés avant 1963 ne sont pas concernés. Mais elle est très importante aussi pour nos concitoyens parce que c'est 320 milliards d'euros, c'est 25% de notre dépense à nous, État, si j'ose dire, État sécurité sociale. Et par ailleurs, elle touche 42 régimes, plein de professions, et elle est évidemment parfois angoissante. Vous avez raison de le rappeler, on sait que c'est de la nitroglycérine, mais pardonnez-moi, je reviens sur les mots, ce ne sont pas des mots qu'on a beaucoup entendus lors de la première phase du quinquennat, concertation, temps long, autant de mots. On dirait que vous avez peur de cette réforme, en tout cas que vous la maniez avec prudence. Je crois que quand on touche le système des retraites, de manière générale, il vaut mieux être prudent et concerté. Moi-même, j'ai dit d'ailleurs... Prudence ne veut pas dire recul. Non, je crois que le Premier ministre a montré que, à la fois hier soir à la télévision et dans son discours le matin devant le Conseil économique et social, qu'il y avait à la fois de la détermination et de la souplesse. Et je pense que c'est comme ça qu'on dirige un pays, et un pays parfois aussi éruptif, compliqué, politique que la France. Vous dites détermination et souplesse, c'est intéressant. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que cette réforme, et c'est peut-être le côté souplesse, n'a pas pour objectif de faire des économies, qu'il ne s'agit pas d'une réforme budgétaire ? Ah oui, il ne s'agit pas d'une réforme budgétaire, puisque le premier principe qui est retenu dans le propos de M. Delevoye, que j'ai confirmé à plusieurs reprises, c'est que si les retraites nous coûtent globalement 320 milliards d'euros, demain, ce sera le même montant qui sera consacré aux retraites. Et le problème n'est pas un problème de réduire son budget demain ou après-demain, puisque la réforme, elle arrive en 2025. J'espère que je ne serai plus ministre des Comptes Publics en 2025. J'espère que je serai plus pour les Français et pour moi-même d'ailleurs, parce que c'est bien de faire savoir. On parlera tout à l'heure de votre parcours, votre ambition. Donc je ne suis pas pour la. Moi, je n'ai pas compté des économies dans le budget, puisque c'est votre question très concrète, ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Non, mais ça veut dire que vous avez tranché en faveur
de Laurent Berger de la CFDT et que vous dites au patron du MEDEF, qui était à votre place il y a quelques jours, il n'y aura pas d'économie, c'est pas une réforme budgétaire malgré ce que vous avez demandé. Non, mais il y a des économies ailleurs, mais vous savez, en Ailleurs, France... mais pas pour la réforme des retraites. Exactement, vous savez, je c'est le dis clair. d'ailleurs au président du MEDEF, vous savez, en France, c'est très français. On ne veut pas payer d'impôts, mais on veut que le voisin en paye, et un bon impôt, c'est celui que je ne paye pas, et on veut faire des économies, mais pas chez moi, mais chez les autres. Et on a proposé déjà à monsieur le président du MEDEF, notamment des économies sur l'assurance chômage, qui est une réforme très importante dont on parle moins, mais qui, pour le coup, économise plus de 3 milliards d'euros, ou des réformes sur les niches fiscales qui touchent parfois les entreprises. Je constate que là, il ne veut pas faire des économies, entre guillemets, dans son giron. Mais ça, c'est le jeu normal des jeux des acteurs. On ne donne pas raison plus à l'un, plus à l'autre. On a considéré que ce qu'il fallait surtout, c'était sauver le régime de retraite par répartition, qui est un acquis de la résistance et du gaullisme et des communistes, pardon de le dire comme ça, plutôt que d'essayer de faire des économies de bout de chandelle sur le régime des retraites. Vous dites jeu normal, mais l'opposition vous dit vous assumez le choix de laisser filer les déficits pour 2020, d'ouvrir les vannes. Bon, d'abord, l'opposition, vous pourriez mettre un S et elle est parfois incompréhensible. Bon, alors donnez-nous un exemple d'un début de piste d'économie conséquente pour le projet de loi de finances 2020. La présentation du budget, c'est le 25 septembre, mais vous avez une idée de ce qu'il y a, oui. Le ministère du Logement, le ministère du Travail, la réforme de l'audiovisuel public que présente le ministre de la Culture. Dans mon propre ministère, j'ai annoncé des économies, les niches fiscales que nous évoquons, les niches sociales que nous évoquons. Il y a plein d'économies, ce qui fait d'ailleurs que nous sommes le premier gouvernement depuis plus de 10 ans à réduire non seulement le déficit, la dette et à baisser les impôts. Mais le 25 septembre, j'aurai l'occasion de le présenter. Vous parlez du verre à moitié plein, permettez-moi de citer le verre à moitié vide. Vous avez décidé de recourir à nouveau à l'emprunt pour boucler le budget dans un contexte où notre dette frôle les 100% du produit intérieur brut. Et j'ajoute, circonstance aggravante, c'est même pas pour des investissements d'avenir. C'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Un exemple, prouvez-le-nous. L'écologie, on va augmenter l'année prochaine de plus de 800 millions d'euros les crédits pour l'écologie. C'est plus de 3 milliards d'euros sur le quinquennat. Et moi, je suis à la fois pour celui qui ne veut pas augmenter la dette, puisque depuis que je suis ministre des Comptes publics, nous l'avons stabilisée. C'est la première fois que ça arrive depuis 10 ans. Et en même temps, les Français ne comprendraient pas qu'on n'investit pas avec des taux d'intérêt aussi bas. Et aujourd'hui, même si c'est une exception et qu'il ne faut pas s'y habituer, la France, quand elle emprunte, elle gagne de l'argent. Donc je crois qu'on peut toujours avoir un certain nombre de débats. Vous savez, moi, depuis que je suis né, la France est en déficit. Depuis que le président de la République est né, la France est en déficit. Mais je crois que même quand vous serez à la retraite, la France sera en déficit, vu comment on est parti. Je ne crois pas. D'abord optimiste, parce que, non, je ne crois pas, parce que lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous étions à 3,4% de déficit, et aujourd'hui, on est autour de 2% dans le prochain Géraldin, budget. une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle quand même. Il y a plusieurs de bonnes nouvelles quand même. Celle-ci, je sais qu'elle vous fait plaisir parce que vous êtes impliqué dans ce dossier. Google qui solde ses comptes avec la France. Accord entre Google et le fisc français. 1 milliard d'euros directement dans les caisses. Ça fait du bien ce matin. Ça fait du bien aux Français. Surtout, il y a le principe... ça fait du bien aux caisses, pardonnez-moi, de la direction générale. Mais c'est de l'argent qui aurait dû rentrer. Oui. On me dit, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, c'est l'argent qui aurait dû rentrer. Des sociétés, je suis tenu par le secret fiscal, je ne confirme ni les montants ni parfois le nom des entreprises, mais des sociétés qui sont parfois mises en avant, on dit Madame Michu, quand elle ne paye pas son impôt, on est méchant avec elle, et quand ce sont des grandes sociétés internationales, elles font des montages très compliqués et l'argent va ailleurs. Eh bien ce n'est pas vrai. Depuis que le président de la République est président de la République, c'est 2 milliards d'euros qui sont rentrés des géants des GAFA qui ont payé leur juste impôt et on n'a rien lâché. Et moi j'ai fait appel aux décisions qu'on a parfois perdues devant le tribunal. On a pris l'année dernière une loi fraude. Sans cette loi fraude, on n'aurait pas pu faire la transaction avec Google, puisque pour la première fois on a mis la présomption de fraude fiscale comme étant relevant du parquet national financier. Et la justice et le fisc ont travaillé ensemble. Nous avons augmenté de 85% les dossiers de contribuables et singulièrement d'entreprises dont on pense qu'il y a une fraude fiscale. On l'a donné à la justice, on l'a pas réglé entre nous au fisc. Donc c'est beaucoup d'argent qui rentre, mais c'est du juste argent qui aurait dû déjà rentrer depuis longtemps. Pour conclure, Gérald Darmanin, le candidat au municipal que vous êtes, et sûrement tête de liste à Tourcoing, va faire campagne avec un boulet à traîner, un sparadrap collé à vos chaussures. Lequel ? Richard Ferrand, mis en examen. C'est pas évident pour un candidat. Je comprenais pas bien. Bon, d'abord, nous distinguons Tourcoing, qui est la ville que j'aime, où j'habite, et je ne sais pas si je serai tête de liste, mais j'aiderai évidemment mon équipe municipale, et avant l'heure, c'est pas l'heure, comme disait ma grand-mère. Donc on verra ça en février. Et pour Richard Ferrand, moi je trouve que c'est un très bon président de l'Assemblée nationale. Je trouve que l'obliger à démissionner est assez absurde quand vous êtes membre du gouvernement.
et que vous êtes mis en examen, vous êtes le collègue de la ministre de la Justice. Ça paraît assez logique, même si on pourra en discuter, que vous quittiez le gouvernement. En l'occurrence, moi j'ai été parlementaire, je suis très sensible à l'idée que le Parlement contrôle, y compris l'action du ministère de la Justice. Il n'y a aucune raison de forcer M. Ferrand. Vous avez cité votre grand-mère, permettez-moi de citer la mienne, elle disait une promesse est une promesse. Vous avez parlé de la probité en politique, c'était une promesse de campagne. Mais bien sûr, envolée. mais attendez, la mise en examen n'est pas l'inculpation. Il viendra le moment demain où la rumeur fera démissionner des gens. D'ailleurs, c'est fait. Monsieur François de Rugy. Qui pleure aujourd'hui l'honneur de François de Rugy? Personne. Il n'a même pas eu d'enquête préliminaire sur lui. Une enquête préliminaire, c'est rien. Même pas vous, vous pleurez. Pardon? Même pas vous? Bien sûr que si. Moi, je trouve que c'est dégueulasse ce qui est arrivé à François de Rugy. Et ça tue des familles, ça tue des... Je pense que les politiques ne doivent pas forcément se plaindre parce que les gens vivent des choses bien plus dures que nous. Mais quand même, on pourrait considérer que ça devient une belle vocation. Sans doute, quelques profiteurs font partie de la politique. Mais l'essentiel des gens de droite ou de gauche que je connaisse sacrifient leur vie de famille et leur vie tout court parfois, sont jetés à l'opprobre, les trompettes de la renommée, comme disait Brassens, pour à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça fasse même pas une ligne dans les journaux. Merci Gérald Darmanin, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29. Europe 1. Bon réveil à toutes.